Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va parler de l'OM1, OM1D Mark 4, OM1D, voilà, je sais pas comment il va s'appeler ce truc-là exactement, OM1 quelque chose en tout cas, très clairement, donc qui est le successeur, je vous rappelle, de l'Olympus EM1 Mark 3, donc ça serait le M1 Mark 4 si c'était encore Olympus, mais on est passé au M System comme vous le savez, et je vous ai fait déjà, là on va avoir l'annonce qui va arriver le 15 février, donc dans une semaine, même pas. Je vous avais fait déjà une première news dessus, où je vous avais un peu teasé ça. Après, je vous avais fait une vidéo avec tout ce que j'attendais, tout ce qu'on pouvait espérer de ce boîtier, de ce futur boîtier OM1 et aussi un peu du GH6, le GH6 que par exemple on a ici. Et je vous avais fait une news après suite à ça, parce que moi j'avais enregistré ma vidéo le dimanche, je vous l'avais sorti le mardi, dimanche dernier, mardi dernier, et il se trouve que entre temps il y a eu plein de leaks, plein d'informations qui sont sorties, et du coup je vous avais fait une grosse news pour vous dire les trucs principaux, un peu tout ce qui était leaké, pour vous dire voilà ce qu'on en sait aujourd'hui. Et là, je vous refais une vidéo parce qu'on a une très très grosse info donc via Micro Four Third Rumors. Donc je vous mets cet article-là, je vous le mets en description. Dans la description, vous avez le lien direct. Et en fait, dedans, on a l'ensemble des specs, des spécifications, des caractéristiques du boîtier qui sont données. Donc c'est en fait le PDF, c'est en tout cas le test qui va servir à faire la grille de specs du boîtier. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me le suis téléchargé. Vous pouvez vous le télécharger. Du coup, c'est via Scribd. Et du coup, je me le suis téléchargé en PDF. J'ai fait des petits surlignages sur ce qui me paraissait important comparativement à le M1 Mark III. Donc, le M1 Mark III, ici, on a justement ces specs sur le site officiel. Donc, il y a encore en Olympus, Olympus OM System. Alors, il y avait aussi une rumeur comme quoi il y aurait encore Olympus d'affiché sur le boîtier. Donc, on verra. Bon, c'est pas gravissime ça, mais voilà, c'est encore un peu flou jusqu'à quand ils vont pouvoir utiliser ce nom-là ou pas. Voilà, toute cette transition a été assez difficile, moi j'ai trouvé. Et du coup, ici, en fait, ce que j'ai fait avec ce PDF que je vais vous montrer, c'est que j'ai directement, du coup, j'ai directement comparé, en fait, et ce qu'on va faire là, j'ai directement comparé les specs annoncés, les specs fuités, avec les specs de l'EM1 Mark III donnés ici, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les specs de l'EM1 Mark III à gauche et vous donner les specs de l'OM1, OM1D, OM1D Mark IV à droite, et on va vérifier si c'est ce qu'on avait pu dire précédemment. Est-ce que du coup on est sur les attentes que j'espérais? Est-ce qu'il y a des choses qui me déçoivent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt très positives, etc., etc. Donc déjà, donc en fait, je vais vous les faire descendre en parallèle, d'accord? Bon, la taille ce qui est évident, je passe. Ce qui est pareil, en fait, tout ce qui est pareil, c'est pas surligné et je passe. Et par contre, donc le premier truc, évidemment, le premier truc très important, c'est qu'ici le capteur est un capteur empilé et rétroéclairé, d'accord? Backside illuminated sensor, donc rétroéclairé. Donc c'est cool, c'est très cool, très clairement, que ce soit un empilé qui soit en BSI. Et donc c'est ça en particulier, vous savez, dans les autres rumeurs, on avait vu qu'ils annonçaient 2 stops de mieux niveau dynamique et une meilleure sensibilité. Et donc on va voir après un peu comment ça se traduit dans la fiche technique, même si évidemment tout ça, il faudra le voir après en vrai. Le truc qu'on peut voir ici, du coup, si je fais dérouler, c'est que ici, dès le début, on avait l'annonce sur la fiche technique réelle de l'EM1 Mark III. Et ici, ça c'est un truc que je vous avais pas dit dans les choses de base auxquelles je m'attendais, parce que ça m'était sorti de la tête. Mais clairement, le fait qu'il n'y ait qu'un seul slot en UHS-2, c'était quand même vraiment pas une bonne chose. Et heureusement, on a ici bien, vous le voyez ici, on a bien le slot 2 qui sera également compatible UHS-2. Donc à ce niveau-là, on aura le slot, ça c'est une bonne nouvelle pour moi, qui sont bien en carte SD et les deux en UHS-2. Ça très bien. Et c'est un truc qui aurait dû être dans les trucs qu'on pouvait s'attendre de base. Ok. Donc justement, si on va sur le dual slot setting, vous savez, un des trucs que j'attendais, moi, c'était de voir qu'est-ce qu'ils allaient proposer. Est-ce que oui ou non, enfin, on allait avoir l'enregistrement vidéo simultané sur les deux photos, sur les deux cartes SD. Et là, le truc, c'est que cette mention du dual slot est vraiment uniquement dans la partie style photo, donc dans la partie photo,
pas dans la partie vidéo. Et donc, on a exactement la même chose, d'accord? On a exactement la même chose entre ce qu'on a sur le M1 Mark III et l'OM1. Donc ça, à ce niveau-là, pas de changement sur la photo, ce qui n'est pas grave, parce que la photo, ça marche déjà très bien. Les modes qu'on a, il n'y a aucun souci. Par contre, malheureusement, aucune mention de ça au niveau vidéo. Et donc, j'espère vraiment que ça sera là. Et ça, c'est une des infos qui manque et on verra bien. Du coup, si je continue, vous voyez qu'ici, ici au niveau de un des trucs hein, qu'ils ont un peu, en tout cas qui a eu un peu la rumeur, c'est l'aspect stabilisation. Et c'est ce que je vous disais, moi la stabilisation, si vous pouvez encore l'améliorer et ce qui pourrait potentiellement encore aider certains modes comme le mode haute résolution à main levée, le live ND, etc. Ça serait cool. Et là, vous voyez qu'en tout cas sur ce qui est communiqué là, hein, vraiment sur la stabilisation, voilà, au niveau du boîtier en lui-même, on est uniquement sur 7 stops comme avant. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et vous voyez qu'également, il n'y a pas la précision de combien on peut s'attendre avec par exemple, le 1200 qui est super bien stabilisé. On montait à 7.5 hein, grâce à la synchronisation des stabilisations. Là, ici, c'est pas précisé. Okay, du coup, si on descend au niveau de l'EVF, hein, ça je vous avais dit, c'est vraiment un truc qu'il fallait qu'ils améliorent parce que clairement, c'était une attente de beaucoup de gens et aujourd'hui, leur EVF était clairement en retrait par rapport au reste du marché. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, on passe effectivement de 2,36 millions de points sur mon EVF actuel de l'EM1 Mark III à 5,76 millions de points. Donc ils ont fait plus que doubler la résolution. Là, c'est énorme. On a du fois 2,2, 2,3 peut-être. On a vraiment et peut-être même un peu plus. Hein. Combien ça fait ça? Regardons. 5,76 pardon, divisé par 2,36 on a dit. Hop, voilà, je suis à l'ouest, 2,36. Ça fait quand même du 2,44, hein, presque 2,5 fois. Donc, on aura vraiment une bien meilleure résolution. Et en plus de ça, on aura une meilleure magnification, un meilleur grossissement. Vous voyez, on était sur 1,30, 1,48, d'accord, en fonction de la dioptrie, à 1,48 à 65, ok. Donc, c'est cool. On gagne clairement là-dessus. Hein, on gagne un peu là-dessus. À voir maintenant ce que ça va donner. Et le truc qui est pas clair, c'est au niveau, justement, au niveau du dégagement oculaire, au niveau de la place qu'on va avoir dans notre VF. Moi, je vous ai dit sur ce que je vous avais montré hein, sur la petite la vidéo de teasing à l'époque, j'avais l'impression que cette EVF avait grandi en taille physique. Là, c'est pas forcément très clair. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et ce que je peux vous dire aussi, attendez, c'est où que j'avais vu ça? Je vous le dis parce que ça a à voir avec ça. C'est, je crois, vers la toute fin. C'est où? Putain, Kong. Je crois que c'était vers la fin pourtant quand il parlait de tout ce qu'il y avait d'inclus. Non, je me suis raté. Il parlait de l'œilleton à un moment, c'est peut-être après du coup. Monsieur Jean Flammet. Ah oui, c'est là, iCup. Voilà, donc je vous lis maintenant parce que ça va avec. Du coup, on a bien, ok, un nouvel œilleton. Là, l'œilleton à l'époque, vous voyez, c'était l'EP13. Ça, c'est l'EP13. Je crois que c'est le standard. C'est celui que j'ai là. Je vous ai dit qui est en plastique dur, qui est vraiment pas terrible. Moi, je m'étais pris un plus large, du coup, en caoutchouc, qui était quand même plus confortable. Et là, donc, c'est un nouvel œilleton, un nouveau cache pour l'œil. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que le VF, en plus d'avoir gagné en résolution, aura gagné en taille. Mais ça, on va le voir après. C'est pas forcément le cas parce que très clairement, je sais pas trop comment ils peuvent faire, sachant que vous allez voir sur les dimensions, il a un tout petit peu grandi, mais on parle de l'ordre du millimètre. Hein. On n'a pas gagné 3, 4, 5 mm. Hein. C'est plutôt 1 mm, 1,2 mm, je crois. Donc voilà, on va voir tout ça. Ça sera un truc à voir effectivement. Et juste ça, je vous l'ai mis en jaune. Hein, il n'y a rien de nouveau. Hein, c'est juste que clairement, manifestement, on est toujours sur les deux axes. Hein, vous savez, de la stabilisation, pas de la stabilisation du niveau, qui sont vraiment propres à Olympus. Je crois qu'il y en a qui aiment beaucoup. C'est un peu délicat. Vous voyez, c'est les trucs qui passent. Donc c'est la barre d'un côté à droite pour l'aspect vertical et en bas pour l'aspect horizontal. Et en fait, ça passe en vert quand on est bien aligné. Mais c'est vrai que par rapport
vous savez, juste au trait du milieu, je trouve que c'est un peu moins intuitif et j'aurais bien aimé qu'il nous laisse la possibilité d'avoir autre chose. Bon, apparemment, c'est pas le cas de ce que je comprends là. On verra, peut-être que je me trompe. GM et BA, j'avais mis en jaune parce que je savais pas ce que ça voulait dire, mais je pense qu'en fait, vous voyez plus bas, en fait, je pense que c'est au niveau des ajustements de leur grille. Vous savez que leur axe horizontal et vertical, qui eux, ils appellent GM d'un côté et BA, on le verra un peu après. Donc, vous inquiétez pas avec ça, on s'en fout, hein, c'est pas important du coup. Et ce qui est par contre intéressant, c'est du coup, on a vu le VF et au niveau de l'écran arrière, on a toujours donc la même taille. Ça, malheureusement, très clairement, il n'a pas grandi. On est toujours sur cette taille d'écran là qui, moi, je trouve, pourrait grandir un peu. Enfin, j'aurais aimé qu'il fasse effort pour réduire les bordures, hein, qu'on ait la même taille d'écran, mais qu'on ait plus d'affichage en réduisant les bordures comme on fait sur un ordi portable ou sur un téléphone. Donc on est toujours sur du 3 pouces, on est toujours heureusement sur un écran sur rotule, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, toujours tactile. On en vient juste après. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien augmenté aussi de résolution. On est passé de 1 337 000 points à 1 620 000 points. Donc là, on n'est pas du tout sur du x2,44 comme tout à l'heure, mais quand même, on est pratiquement, ouais, on est sur du 1 x 5, 1.5, 1.6. Donc c'est quand même très appréciable. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Aucune mention n'est faite, hein, sur la luminosité en extérieur. J'espère qu'ils auront pu avoir un écran plus lumineux, plus lisible en extérieur. Voilà, ça fait jamais de mal. Au niveau du touch control, vous voyez, je vous avais dit, un des trucs que je voudrais, c'est avoir, hein, le pinch, hein, qu'ils prennent en compte les doubles points pour faire par exemple des zooms comme ça dans la galerie, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il faut, pour la galerie, pour zoomer, hein, il faut du coup, vous ne devez pas trop voir, hein, ce que je vais vous montrer là, mais il faut du coup appuyer et après, vous voyez, on a cette petite tirette sur le côté. Punaise. On appuie, vous voyez, comme c'est pratique. On a cette petite tirette sur le côté pour augmenter le niveau de zoom. C'est très nul. Il faudrait un truc comme ça. Et clairement, il n'y a pas de mention de ça. Et en fait, quand je lisais juste la fiche de l'OM1 de mon côté, j'ai vu, oh, Magnified Playback. Donc, le fait de pouvoir agrandir le playback, de zoomer dans la galerie. Et je me suis dit, ah bah cool, ça veut certainement dire que c'est ça. Et en fait, non, hein, vous voyez, à côté, on a bien Magnified Playback. Ils estiment que cette barre là qu'on tire avec notre doigt, c'est un truc normal. Donc, j'espère qu'ils l'ont changé. Mais en tout cas, on peut pas le savoir via ces caractéristiques. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'AF. Il y a pas mal, il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'AF. Je vais vous mettre là pour pas que vous soyez embêtés par le BA et machin. Mais du coup, au niveau de l'AF, vous voyez que au niveau de comment va pouvoir fonctionner cette AF, on gagne largement en basse lumière. C'est-à-dire qu'avant, on était à moins 3,5 EV. Maintenant, on passe à moins 6 EV. Donc là, pareil, hein, c'est quand même énorme la différence. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on perd un peu en haute lumière. C'est-à-dire qu'avant, on était à 20 EV pour pouvoir faire l'autofocus. On n'est plus qu'à 19 EV. Alors moi, très clairement, je préfère faire cette concession de 1 EV en surcramage et par contre, réussir à faire un autofocus en basse lumière. Donc moi, je suis très content de ça. Ce qui est très important, c'est ça. Vous voyez qu'on passe de toujours un AF à détection de phase, hein, coucou Panasonic, on t'attend au tournant. Mais avant, on avait 121 points, hein, ce qui était vraiment pas énorme. Hein, 121 points, vous savez, collimateur, hein, pour faire l'autofocus. On passe à 1053 points. 1053 points, donc ils vont marcher aussi bien pour la détection de phase que la détection de contraste. Hein, donc c'est les mêmes points comme on avait avant. Donc voilà, on n'est pas sur du x10, hein, ça ferait 1200 sur du x10, mais pas loin. Ça c'est vraiment, une grosse avancée. Hein. Là, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à apporter. Et on peut regarder un peu à côté. Vous voyez que par exemple sur le single target, on est passé du coup sur, enfin le single target c'était un point, donc ça c'est normal, mais donc ça va être un point en théorie beaucoup plus petit, je pense, hein, vu le nombre de points qu'ils arrivent à mettre. Donc on pourra peut-être faire la mise au point au ponctuel beaucoup plus précisément. J'attends de voir comment ils vont implémenter ça au niveau du petit carré qu'on verra. Au niveau, vous voyez qu'au niveau des targets, ça a un peu changé. Donc on a le groupe target qui est du coup, qui était avant à 5 zones et qui est passé à 9 points. Donc on va voir ce que ça veut dire, ça, comment ça se représente derrière, comment la chose sera mise en place. Justement, on avait, vous savez, le plus, hein, le target en croix. Hein. Écoute, je vous montre là. Hop, ici, les différents types. Donc, on avait le point, ok. Putain, on avait le point, ok. On avait le point. Ici, c'était l'autre forme de point. Là, c'est au total. Là, c'est du coup en ligne. Là, c'est le carré central, le plus petit carré central et la croix. D'accord? Donc, la croix, on passe de ce qu'on avait avant, qu'on n'avait pas avant. C'était pas précisé. Ouais, donc c'était groupe target. Maintenant, on n'a pas groupe target.
Là, c'est cross target. Vous voyez, ça a un peu changé. Mais du coup, on va pas regarder en détail, mais en gros, on a vraiment les points qui ont changé. Par exemple, attendez, quand même, j'avais noté sur. Ouais, c'est qu'en fait, en plus, ces noms ont changé, je pense. Vous voyez, maintenant, on a middle target, on a cross target, middle target, large target, custom target. Mais bon, on va pas, voilà, je vais pas, en plus, je sais pas comment ça va se représenter pour de vrai derrière. Ce qui est important, on passe de 121 points collimateur d'autofocus à 1053. Donc ça veut dire que niveau précision d'autofocus, mais on va gagner, enfin, en tout cas, potentiellement, on peut gagner de fou et je pense qu'on va gagner de fou. Bon, après, au niveau des focus mode, rien de spécial. On va descendre, on va descendre. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, c'est qu'ici, avant, hein, donc après la face detection, eye detection, donc on avait ici face detection et l'eye detection à l'époque de l'EM1 Mark III était une nouveauté pour Olympus. Là, maintenant, vous voyez, ça rentre directement dans le face detection. Hein. Aujourd'hui, c'est du classique hein, sur les boîtiers qui sortent actuellement. Et on a ça très important aussi, la fameuse amélioration de l'AI. Peut-être, attendez, on va peut-être un peu couper comme ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas du tout une bonne idée, il est passé en mode téléphone du coup. Donc non, on va laisser comme ça, du coup il faut que je retrouve où j'étais. Donc j'étais sur le IAF machin. Et ici vous voyez que on a ici le AI Detection, AF, donc la détection, enfin l'intelligence artificielle pour l'autofocus, qui va marcher sur les voitures Formule 1, je présume, les voitures de rallye, les motos, les avions hélicoptères. Alors, bullet trains, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est TGV, je présume que oui. TGV, standard trains, ça va être les trains façon RER, etc. Et steam locomotive, ça va être carrément les locomotives à vapeur. Bon, là, je suis un peu surpris qu'ils fassent cette précision-là. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup je sais pas, d'ambassadeurs ou quoi qui font des photos de locomotives à vapeur. Hein. Il y a peut-être Sheldon chez eux. Mais du coup, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, birds, ducks, cats. Et voilà, donc vous voyez qu'on a d'un côté birds et de l'autre côté dog cats. Et donc je ne sais pas, hein, ça c'est pareil. Donc ça c'est bien déjà qu'on sache tout ça. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas les autres animaux, panthères, etc. Mais ça c'est souvent le cas chez les concurrents. Et un truc que je ne sais pas, que là on ne sait pas, il faudra voir en pratique, c'est est-ce que l'autofocus, on n'a pas besoin de lui donner le sujet et il va se débrouiller, ou est-ce qu'il va falloir par exemple vraiment lui dire, d'un côté, si je photographie des oiseaux, je me mets en bird. Si je photographie, je présume du coup, des chiens ou des chats, ça va être un Sunman mode. Et vu comment c'est dit, à mon avis, c'est ça. En fait, on va avoir un mode tout ce qui roule, un mode tout ce qui vole, un mode tout ce qui est chemin de fer, un mode animaux qui volent, oiseaux, et un mode animaux classiques, familiers, à pattes. Donc chien-chat. Ok, donc on va voir ça en pratique, mais ça m'intéresse beaucoup de voir ce que va donner cet autofocus et ce qu'on va réussir, je vous l'ai dit, à commencer à un peu aller tripatouiller ce que fait aujourd'hui le plein format en haut de gamme. On a un truc qui s'est rajouté, je vous l'ai mis en jaune parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Vous voyez qu'on avait du coup le picking function, l'AF focus et AF illuminator, ok. Et en dessous, on a un truc qui s'appelle Focus Indicator, et vous voyez, c'est pas le focus picking. Le focus picking, il est là. Donc c'est un truc en plus, et je me demande si c'est pas, vous savez, un peu un système comme j'ai sur mon Canon EOS R6. Et du coup, je vous mets la vidéo en question en fiche, et je vous mets la vidéo avec le bon timestamp en description. Vous cliquez, vous arrivez directement à ce que je suis en train de vous dire tout de suite sur le test en question. Mais donc sur un des tests du Canon EOS R6 que j'ai fait, je vous ai montré qu'il y avait un truc qui était super bien en manuel, c'est que oui, on pouvait avoir le focus picking, mais on pouvait avoir également une espèce de marque avec en fait deux repères, une flèche en haut, une flèche en bas, et qui venait s'aligner et passer en vert quand le focus était bon, quand on était vraiment net sur notre collimateur qu'on avait placé où on voulait. C'est-à-dire que j'ai une scène, je place mon collimateur par exemple sur mon premier plan, la truffe de mon chien, et je veux que ce soit ce point-là qui est net, et donc grâce à cette indication de focus, j'avais mes deux flèches qui passaient en vert pour me dire ok, là ça va être net mon kiki, et ça marche super bien. Et je vous l'avais dit dans le test, allez voir ça, que pour moi ça c'était le futur et que tout le monde allait devoir faire ça. Donc peut-être que OM System va faire ça, ça serait très bien. Au niveau de... Ouais, alors ça, je suis assez nul en tout ce qui est contrôle d'exposition et compagnie. Voilà, juste je vous le surligne parce que c'est précisé. C'est que vous voyez qu'ici à la fin il précise TL, Image Sensor Metering. Si vous savez ce que ça veut dire derrière et qu'est-ce qu'on peut s'attendre derrière niveau amélioration, je suis preneur. Faites-le en commentaire. Moi, ça me parle pas honnêtement. Je suis pas, voilà, ça me parle pas du tout. Et là où donc on parlait tout à l'heure de la sensibilité, hein, on voit qu'ici, hein, alors
ça veut rien dire hein, parce que les chiffres annoncés sur les ISO, c'est des valeurs qu'effectivement on pourra atteindre, mais on ne sait pas quelle gueule va avoir la photo, est-ce qu'elle sera exploitable, est-ce qu'on va être très bruité, etc. Mais il n'empêche que vous voyez qu'on passe en sensibilité de 6400 en sensibilité, en sensibilité ISO en auto à 102 400. Alors, à mon avis, c'est complètement pété le 102 400, ça sera complètement inutilisable. Mais déjà, ça veut dire que potentiellement, on peut monter. Vous voyez qu'avant, en manuel, on était à 25 600 max. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas monter à plus de 25 600. Là, on va pouvoir monter 4 fois plus. On va pouvoir avoir 4 fois plus de lumière. Enfin, 4 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Hein, on est d'accord? Donc, 8 fois plus, hein, si je ne dis pas de bêtises. 8 fois plus de lumière. On va pouvoir exposer 8 fois plus au max. Alors, vraiment, attendons de voir ce que ça a donné, mais il n'empêche que déjà c'est quand même assez rassurant par rapport à ce qu'ils avaient annoncé qu'on avait une meilleure sensibilité. Et donc le truc qui est cool aussi, c'est vous voyez, contrairement à avant où en ISO auto, on était maxé à 6400, ce que je trouvais débile. Là au moins, on va pouvoir lui dire, vous savez, dans nos paramètres ISO min, ISO max en auto, on va pouvoir lui dire, bah ok, on peut monter jusqu'à 102 400. Donc ça c'est cool. Par contre ici, du coup, je vous fais la parenthèse ici, on n'a aucune mention de l'aspect vidéo. Hein. Vous savez, ça c'est un des trucs que j'attends, c'est qui nous vire cette limite des 3200 ISO en vidéo, c'est ridicule, c'était vraiment ridicule même en manuel. Voilà, on n'a pas d'infos là-dessus. Espérons qu'on puisse monter également à 102 400, même si évidemment ça sera inutilisable, mais qu'au moins on puisse choisir ce qu'on veut et qu'on ne soit pas limité artificiellement parce qu'il y a une limite à la con qui traîne. Et donc ce qu'on peut voir, ça revient à ce que je vous ai montré un peu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on a par contre un peu augmenté notre limite basse. Vous voyez qu'ici notre limite basse en ISO, donc notre limite haute au niveau quand on est en forte luminosité, quand on fait des photos en forte luminosité. Vous voyez qu'avant on était à 64, maintenant on est à 80. Et donc pareil, ici on était à 64 100 et donc là on est à 80 100. Bon, je suis complètement d'accord de faire ce sacrifice-là par rapport au gain en basse lumière, donc pour moi il n'y a pas de souci. Tout ça c'est pareil, on va pas y revenir et on arrive à l'autre gros truc. L'autre gros truc, hein, c'est au niveau du shutter, au niveau de la rafale. Alors au niveau des temps de pause, hein, voilà, on est sur pareil, un millième de seconde, etc. Voilà, tout ça c'est pareil, donc c'est pour ça que je vous le dis pas. Et par contre, voilà, arrive la rafale. La rafale, du coup, les modes ont été un peu changés parce que, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu, ce capteur est capable de faire 120 images par seconde. C'est juste n'importe quoi. Donc, on voit que sur les modes standards donc de rafale, donc ça c'est avec le shutter mécanique, ok. Le sequential shooting, ça c'est le shutter mécanique. On voit que sur le shutter mécanique, et ça c'est assez naze, on passe de 15 fps avant. Et donc, on s'était choisissable entre 10 et 15 à 1,10. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que avant on avait une partie, le low, qui était en 1,10 et le high en 10-15, ce que j'ai jamais trouvé forcément hyper intéressant, si ce n'est pour avoir des modes qu'on peut changer rapidement. Là, directement, on n'aura qu'un seul mode qui va faire 1,10. Donc, en fait, ça correspond à notre low d'avant. Vous voyez, sur le shutter mécanique. On a le anti-shock, du coup, vous savez, hein, c'est le fait d'éviter d'avoir les tremblements, où on passe ici, on était ici à 8,5 et on passe maintenant à 10 avec une sélection possible entre 1 et 10, donc ça on gagne un peu. Et là sur le shutter électronique, donc sur l'obturateur électronique, donc celui qui est en silent, hein, comme ils appellent le silent sequential, c'est vraiment on est sur l'obturateur électronique. Vous voyez que on a des rafales qui vont que jusqu'à 20, je sais pas ce qu'il m'a fait là, qui vont que jusqu'à 20 qui vont que jusqu'à 20 images par seconde, d'accord, avec une sélection de 5, 10, 15, 20 images par seconde, avec des blackouts. Donc ça c'est ce que j'ai également actuellement. On a des petits, vous savez, des petits noirs entre chaque photo, donc où du coup c'est un peu plus dur de suivre son sujet. Alors, ça c'est un truc, c'est pareil, les nouveaux boîtiers haut de gamme en plein format, ça n'y est plus. Et donc ça c'était, on va dire, la rafale standard. Vous voyez, bah, finalement 20 images par seconde par rapport à 60 avant, c'est assez nul. Par contre, on a maintenant les modes SH1 et SH2. Donc en fait, avant on avait le H et le L. Donc là, le H et le L, c'est mis ensemble et au lieu de faire 1,18, ça fait 1,20 et par contre, on n'a pas jusqu'à 60. Et par contre, sur le mode à haute fréquence super high,
pardon, super high au niveau de nos rafales, on va avoir 120 images par seconde, donc soit à 120 images par seconde, soit à 100 images par seconde, soit à 60 images par seconde, et on va retrouver approximativement les 60 qu'on avait avant, avec le mode SH2, on est à 25 ou 50. Et donc ça, ces deux choses-là, en particulier le 120 images par seconde, c'est sans aucun blackout, c'est-à-dire que vous suivez votre sujet dans votre œilleton, vous appuyez sur votre shutter, vous restez enclenché pour faire les photos. Pour vous, à l'image, il n'y a pas de clac, clac, clac. Il y aura potentiellement, on va voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un petit carré juste au bord? Moi, c'est ce que je préfère. Je crois que c'est Sony aussi qui fait ça, qui fait clac, 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 clac. Je crois que Canon aussi fait ça. Est-ce que ça va être des petites barres? Non, Sony fait les petites barres, je crois. Canon, il fait le carré. Nikon, je crois que c'est des barres un peu rectangulaires, mais pas en faisant le tout. Donc voilà, on va voir comment ils implémentent ça, mais c'est voilà, ça c'est vraiment très cool. Et donc là, clairement, hein, voilà, on a la grosse différence. Hein, le wow pour moi se fait ici, hein, vraiment le wow. On va voir la sensibilité, ce que ça va donner, et il se fait là avec j'ai quand même des petites réserves. On va voir la suite. Et je finis sur ça. Hein, vous voyez qu'on a également le Pro Capture. Le Pro Capture, je vous rappelle, c'est en fait le fait que l'appareil enregistre avant même qu'on appuie sur le déclencheur. C'est-à-dire que lui, quand on se met dans ce mode-là, il est tout le temps en train d'enregistrer et il efface au fur et à mesure ce qu'il est en train d'enregistrer si on n'appuie pas sur le shutter, si on n'appuie pas sur le déclencheur. Et quand on appuie, lui, du coup, il va dire OK, donc moi je garde ça plus les je sais plus combien de photos avant, et ça permet d'éviter de rater un moment comme, je sais pas, un oiseau qui décolle de son endroit, des choses comme ça. Donc ça permet en fait d'éviter d'avoir le temps de réaction de notre œil qui voit l'action, donc notre œil qui voit l'action, qui l'envoie au cerveau, le cerveau qui dit OK, il faut que je déclenche, qui dit au doigt vas-y appuie, et là on a arrêté le moment pile où l'oiseau s'est envolé. Avec ce truc là, on peut du coup ne pas rater ce moment parce qu'il est en permanence en train d'enregistrer. Donc vous voyez qu'on est sur du 20 fps, donc un peu mieux ce qu'on avait avant ici sur le standard, on va dire. Et on a le mode SH1 et SH2, on va pouvoir monter à 120 images par seconde, hein, et comme exactement pareil que le mode de tout à l'heure, d'accord. Donc c'est quand même très très impressionnant. Hein. Se dire qu'on peut avoir du Pro Capture à 120 images par seconde, là je peux vous dire que pour le coup, votre oiseau, vous êtes sûr à 100% que vous avez le moment exact qui vous intéresse quand il décolle. 120 images par seconde, c'est délirant. Avec le Z9, hein, je sais plus combien il est à 100 ou 120 aussi, il a un mode pour faire ça. C'est des images réduites, hein. Sur le Z9, c'est pas la pleine qualité. Mais c'est déjà ultra impressionnant. Aller voir le test de Damien sur le Z9, hein, j'avais pu le faire avec lui, j'avais pu participer avec lui, je l'avais aidé et du coup j'avais pu utiliser le Z9 dans les mains. Et une des photos, les photos de mouette, hein, qui vous montrent, c'est moi qui les avais faites, donc pour vous dire, j'ai vraiment pu le tester. Et là par contre, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que tout ça, c'est pas une image réduite, c'est pas du 5 millions de pixels ou du 1 million de pixels ou du 8 millions de pixels, c'est vraiment tout le capteur en 20 millions de pixels. Vous allez avoir 120 images en RAW à 20 millions de pixels. Donc c'est juste complètement ouf. Avec malheureusement cette deuxième partie qui me fait peur, qui est le nombre de frames enregistrables. Et là, j'ai peur. Parce que vous voyez que si on le lit, donc on voit par exemple, hein, quand on est sur le 10, hein, là déjà, vous voyez un truc qui fait un peu peur, c'est que par rapport à avant à 10 images par seconde, on pouvait monter à 286 images. Là, on monte plus qu'à 139. Donc ça, je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'au final, ce nouveau capteur, autant le shutter électronique, il n'y a pas de souci, autant le shutter mécanique a l'air plus lent et ça a l'air plus d'être pâteau. Vous voyez, là, on est à moins de 2 fois moins. Hein. C'est-à-dire que là, on était à 286, on est à 139, donc on est à moins de 2 fois moins. Donc ça me fait un peu peur. Bon, pareil pour le JPEG, on s'en fout un peu. Le JPEG, oui, le JPEG, je pouvais shooter en JPEG le plus fin possible, la qualité plus haute possible, sans aucun arrêt. C'est-à-dire que je pouvais en continu, sans remplir le buffer, jusqu'à ce que la carte soit pleine. Là, c'est pas le cas. Vous voyez que 169, ok, c'est pas ouf. Ça me fait un peu peur. Dites-moi en commentaire ceux qui utilisent beaucoup la rafale, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Et ce qui me fait très très peur, donc du coup vous voyez ici 20 images par seconde, donc on les avait pas avant, donc là c'est bien, parce que vous voyez que sur le 20 images par seconde pour le coup, en obturateur électronique, eh ben on arrive ici à 108 images secondes, quand avant on n'était qu'à 76, donc là clairement on a gagné. Hein. Et par contre, vous voyez sur le sequential, on arrive à 92 images, sachant qu'on fait du 120 images par seconde. Et donc ça, moi, ça me plaît pas. Parce que si je comprends bien ce qui est dit ici, ça veut dire que oui, notre appareil va shooter 120 images par seconde. Donc pendant une seconde, il est capable
le capteur est capable de shooter 120 images en une seconde, sauf que notre buffer n'est capable que d'enregistrer 92 images d'affilée. Donc ça veut dire qu'en fait, dans votre seconde, vous allez arriver avant la fin de votre seconde, vous aurez déjà commencé à remplir votre buffer et donc certainement que lui va ralentir, qu'on va plus pouvoir enregistrer 120 images d'un coup en une seconde, mais peut-être plus que 60, peut-être plus que 50. Vous voyez qu'à 50 fps, on va pouvoir enregistrer 96 images. Ça veut dire que du coup, en 2 secondes, là, vous pouvez enregistrer vos 100 photos. En 2 secondes, vous allez avoir 100 photos en tout, avec 50 images sur ces 2 secondes, par seconde. Enfin, vous allez enregistrer 96 photos au lieu de 100, mais voilà, c'est kiff. Donc ça, pour moi, c'est quand même une grosse claque dans la tête, parce que ça veut dire, bah oui, on peut monter à 120, sauf qu'en fait, tu n'auras pas 120 images en une seconde à la fin, quoi. Et là, ça sera vraiment les tests qui vont nous le dire. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Est-ce que le buffer qu'on a rempli les 92 images, il est foutu? C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est genre plus qu'une image par demi-seconde ou même par seconde. Et là, du coup, clairement, on est sur du très limité. Ou est-ce que, en fait, ça va, c'est on passe de 120 images par seconde à 60 ou peut-être même à 100, ça, je sais pas. Ça, c'est un truc à voir en vrai. Ce qui est quand même bien, c'est que ça va être vrai. Normalement, il n'y a pas de raison pour du coup quand même le mode Capture Pro. Et moi, du coup, je vois vraiment l'intérêt du 120 images par seconde pour le Capture Pro. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand vous voulez capturer un instant donné que vous prévoyez. Là, du coup, vous savez, bah ok, moi, il va prendre mes 92 images à partir, enfin, un peu avant et un peu après de quand j'aurai enclenché ou j'aurai appuyé sur mon obturateur, sur mon déclencheur. Donc voilà, je suis hyper hypé par ça. Même si moi je fais pas non plus la rafale très souvent, hein, mais il n'empêche que je trouve que c'est très remarquable. Mais ce coup du 92 images limitées là sur le 120 fps, j'attends de voir ce que ça va donner. Et je trouve ça un peu dommage parce que maintenant qu'on a 2 cartes UHS 2, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, alors peut-être dans une prochaine mise à jour, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de dire, bah ok, tu remplis tes 92 images en moins d'une seconde sur ma carte 1, quand tu es arrivé à ça, tu passes sur la carte 2, quitte à ce qu'il y ait un petit lag, hein, qu'on perde une demi-seconde, pour remplir ma carte 2, et ensuite, du coup, bah tant pis, là tu as ton buffer qui rame et on passe à, je sais pas, 100 images, 50 images, et on est plus lent. Voilà. Donc, très hypé par ça, parce qu'on est vraiment sur des vraies images. Encore une fois, là, vous aurez 92 images, hein, du coup, dans un peu moins d'une seconde, dans la vraie résolution full. Par contre, il faut voir derrière, est-ce que le boîtier est immobilisé complètement? Est-ce qu'on peut quand même continuer à faire des photos? Voilà. Moi, j'attends de voir la gestion du buffer, comment ça va se passer derrière. Mais il n'empêche, hein, c'est ultra impressionnant, même 92 images en moins d'une seconde à rentrer dans les fesses de la SD. Voilà, c'est quand même remarquable, mais je trouve que du coup, vous voyez, c'est un peu fourbe de dire qu'on fait du 120 fps quand au final, on n'arrive même pas à rentrer ces 120 images en une seconde dans la carte. Voilà, donc ça, c'est la limitation. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi, voilà, on va falloir malheureusement maintenant attendre les tests. Le flash, je vais passer vite parce que je suis nul en flash. J'ai regardé hein, du coup ce qui changeait et le seul truc qui change, c'est qu'il me parle d'un synchronization timing avec un first curtain et un second curtain selectable. On peut choisir entre son premier rideau et deuxième rideau. Dites-moi en commentaire si c'est un truc de foufou pour les flash ou pas. Je suis nul en flash donc j'en sais rien, mais ça c'est la nouveauté. Et ensuite, bah, le wireless c'est tout, hein, j'ai pas trop regardé. Là du coup c'est là où je vous disais que je crois avoir compris du coup, hein, je pense que AB, GM en fait c'est nos deux axes, hein, vous savez sur la white balance, hein, sur Olympus, c'est pour ça que je les avais surlignés avant, donc voilà on s'en fout. Et ce qui est intéressant, hein, et ça du coup il y a également la rumeur hein, qui est sortie sur Micro Four Third Rumor, c'est que vous voyez dans ce qui liste hein, dans les objectifs capables de faire du focus stacking, donc vous voyez c'est que du Olympus, hein, que du Zuiko, donc du Olympus, donc du OM System. On n'a pas de Panasonic, hein. Moi typiquement mon 100-400 ne peut pas faire du focus stacking, hein. C'était déjà le cas là et ça sera toujours le cas là. Et vous voyez que donc il liste deux objectifs qui n'existent pas encore, à savoir le 12-40 mm f2.8. Alors voilà, moi je suis pas du tout, c'est pas la plage focale moi qui me passionne, hein. Vous savez, hein, j'ai pas de sur mon plein format, par exemple, j'ai pas de 24-70, hein, je préfère avoir le 24-105. Voilà, moi je préfère avoir d'un côté le 8-35 hein, et celui que j'ai là actuellement et le 1200 hein, sur mon Olympus. Donc moi ça m'intéresse pas, mais il n'empêche qu'il est annoncé, donc à voir s'ils vont faire des trucs de foufou dessus. Et l'autre qui est annoncé et que je pense pas mal de gens attendaient, c'est le 40-150 f4. Donc voilà, donc là ça fait un équivalent, je vous rappelle, 80-300. Bon voilà, est-ce que moi ça m'intéresse de gagner 100 mm en bout, mais sachant que du coup j'ai plus du grand angle à 24
24 mm équivalent par rapport à mon 1200. Voilà, je suis pas convaincu. Je regarderai quand il sera. Je pense qu'ils vont être annoncés. Ces deux-là vont être annoncés à mon avis en même temps avec le boîtier, plus ou moins. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Il faudra voir les tests, voir le prix aussi de ces trucs-là. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Ouais, vous voyez, mais bon, voilà. En tout cas, c'est clair qu'ils vont être annoncés. Ils vont arriver tôt ou tard. Et au niveau oui, ça c'était juste pour vous dire, hein, il n'y a pas de nouveauté malheureusement au niveau du mode haute résolution et en particulier au niveau à main levée. Vous voyez, on est toujours sur du 50 millions de pixels. Ce que je vous avais dit, j'étais plus sûr dans ma précédente vidéo, mais c'est bien ça, 50 et 80 sur trépied. Donc voilà, il n'y a rien qu'à changer, c'est exactement pareil. Et donc ici, j'ai pas l'impression que, en tout cas ça laisse pas penser qu'il y a une nette amélioration de la stabilisation et qu'on pouvait passer les 80 millions de pixels en main levée. Très clairement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, c'est plutôt une petite déception ici. On a un truc, vous voyez ici, on a un truc qui s'appelle Interval Mode, donc qui est là encore. Et ensuite, on a le multi-aspect et ils ont glissé entre les deux un truc qui s'appelle Multi-Exposure. Je sais pas trop ce que je sais. Est-ce que c'est du coup l'HDR, ils veulent entendre par là que du coup on va avoir un HDR, ce qu'ils ont c'était un peu dit dans les caractéristiques du capteur de Sony. Voilà. Est-ce que c'est pour dire que c'est du HDR? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils entendent par multi-exposure. Dites-moi en commentaire si vous savez ce qui est entendu ici. Et on passe à la vidéo. Et donc la vidéo, pas mal de choses à dire aussi. Alors le premier truc, c'est que ici au niveau des formats, d'accord, au niveau des enregistrements, donc sur la 4K cinématique, donc la vraie 4K, hein, pour moi ça n'a aucun sens de dire ça, mais ok, la vraie 4K, donc 4096 par 2160. Avant on n'avait que du 24p, maintenant on va avoir également du 60, du 50, du 30, du 25, du 24. Ok. Et bon, ce qui est marrant et un peu inquiétant, je trouve, c'est qu'avant on était à 237 mégabits par seconde à 24. Et maintenant, on n'est plus qu'à 102 mégabits par seconde à 24, 25, 30. Et on n'est que avec plus de 2 fois plus de frames, plus de 2 fois plus d'images. On n'est que à 202. Donc, niveau qualité, ça laisse penser, à moins qu'ils aient bien amélioré leurs algorithmes, leur codec, que c'est pas forcément ouf. Mais sachant que là, vous voyez, c'est bien précisé long GOP. Et donc, je pense qu'ils ont bien des nouveaux codecs. Donc, peut-être qu'en fait, ils ont juste réussi à mieux compresser leurs données et il ne faut pas trop s'en faire. Vous voyez que, par exemple, par contre, l'aspect UHD, donc la 3840 par 2160. On a bien, ça je vous ai dit, c'était rédhibitoire. S'il n'y avait pas eu, moi j'aurais fait, il m'aurait pas intéressé très clairement. On a bien de la 60 et de la 60 fps. Et ce qui est bien, c'est que là, par contre, on retrouve bien que par rapport à ce qu'on avait et ce qu'on a aujourd'hui en 24, 25, 30, on double. C'est-à-dire que quand je passe de 30 fps à 60 fps, j'ai 2 fois plus d'images et donc j'ai bien 2 fois plus à peu près de données qui passent. Et donc ça me paraît logique. Et ça, je trouve ça rassurant. Ça me fait penser que la 4K en 60 va être de bonne qualité. Voilà, ça m'inquiète pas à ce niveau-là. Et le truc, par contre, qui m'a vraiment déçu, je pensais pas qu'il ferait ça, c'est, vous voyez ici, au niveau de la 1080p, la 1080p, eh bien, on a toujours, ok, on a de la 60-50, ok, comme on pouvait avoir, à cette fois-ci 52 mégabits par seconde au lieu de 18, donc ça c'est beaucoup mieux, elle doit être certainement de meilleure qualité. On a du All Intra, donc toujours à 202 mégabits par seconde, mais en 30, 25, 24. Bon, moi, la Full HD, je m'en fous un peu. Mais ce qui m'a surpris et désagréablement surpris, c'est que pour moi, quand on propose de la 4K 60, pour moi, ça paraît évident aujourd'hui qu'on a de la 1080-120. Et là, vous voyez, c'est pas le cas. En fait, on va voir après dans les ralentis. Et donc ça, je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'on peut pas filmer une vidéo normale avec le son et qu'on ralentit nous-mêmes après si on le désire ou non. En 120 fps, c'est pas possible aujourd'hui. On est forcé de passer sur le ralenti, on va voir ça après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par contre, on a vraiment une distinction entre l'H264 et l'H265. Donc, très clairement, ici, maintenant, on aura du codec H265. Bon, moi, c'est pas quelque chose dont je me sers, mais c'est bien que ce soit là, c'est le Turfu, donc c'est bien que ce soit là. Et vous voyez que, en particulier, donc on a bien, encore une fois, la 4K cinéma ou Ultra HD en 60p à 152 mégabits par seconde. Et toujours pareil, par contre, en Full HD, on ne monte toujours pas à 120 fps. C'est bien dommage, je trouve. On a un truc en plus qui n'était pas là avant, qui est le... Ah non, alors, attendez, pourquoi je l'ai surligné ça? Attendez, si j'ai surligné ça, c'est qu'il manque un truc entre les deux. Ah oui, voilà. Si j'ai surligné ça et ça, c'est parce que vous voyez ici, il n'y a rien. On passe de notre format, nos formats qui sont là, à Art Filter. Ok. Et là, vous voyez qu'avant, ici, on avait une limite d'enregistrement. C'est un des trucs que je vous ai dit dans ma vidéo. Ça, vraiment, dans les trucs raisonnables, il faut qu'ils virent cette limite d'enregistrement. C'est de la merde, c'est de la connerie.
Et le fait que la ligne n'y soit pas me fait penser qu'on a bien plus cette limite d'enregistrement. Et alors là, on n'a pas les petits astérix. Vous voyez, par exemple, là, le hard filter, on n'a pas les astérix ici comme on pouvait avoir avant, mais j'ai envie de croire que même la 60p, la 60 fps n'aura pas de limite d'enregistrement. On va voir en vrai, mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'il n'y ait pas de limite d'enregistrement. Et ça, pour moi, rien que ça, plus tout ce que je vous ai dit avant, moi, ça fait que très certainement, hors grosse mauvaise surprise quand on va avoir les tests, très certainement, je vais me le prendre parce que trop de fois en face cam, quand je vous parle en face cam, je parle beaucoup, vous le savez, hein, j'ai beaucoup raccourcir à côté hein, quand vous avez le montage final, mais ça m'arrive de parler plus de 29 minutes d'affilée et quand je me rends compte 15 minutes après ces 29 minutes que je me suis raté, ça me fait chier. Surtout que moi, je fais beaucoup en impro et du coup, j'ai pas envie de devoir tout repenser à ce que j'avais dit. Moi, c'est souvent au fil de l'eau, comment ça vient, etc. Donc, du coup, ça, rien que pour ça, moi, c'est une vraie grosse avancée. Et donc, si on continue à descendre, vous voyez qu'ici, donc, on avait le zoom, hein, le digital converter qui était à 3 fois avant, qui est à 1,4 fois. Et ça m'étonne beaucoup. C'est un truc que je reproche à Olympus, c'est que je trouve pas comment faire ce zoom en vidéo et j'aimerais bien le trouver. Et il me dit que c'était du 3 fois apparemment, et je sais pas où c'est, il faut que je refarfouille plus. Et là, on passerait à 1,4 fois. Donc bon, voilà. Et donc au niveau timelapse, malheureusement, je vous ai dit, ça c'est un des autres trucs que j'attendais. Et ben quand je vois les caractéristiques, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. J'espère que ça va être du vrai UHD 16 neuvième, pas avec notre photo en 4 tiers hein, et du coup les barres noires sur le côté. Si c'est ça, c'est vraiment une grosse blague. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça. Mais là, aucun moyen de savoir si oui ou non c'est ça ou pas. Et donc on a le high speed, donc on a le quick movie, slow movie, et on a ici le high speed movie. Donc avec ce que je vous disais, avant on était limité à 120 fps en 1080p. Là on va avoir 100, donc ça c'est cool, on en a en plus 100, 120 et surtout 200, 240. Donc ça c'est vraiment cool. On va l'avoir aussi bien en H264 qu'en H265. Donc là encore une fois, ils nous permettent hein, vraiment le codec, on va pouvoir l'utiliser partout. Et par contre, donc ça c'est vraiment bien qu'on ait 240. Hein, du coup vous voyez hein, là carrément, et c'est bien ce qui me fait dire que potentiellement même, en général quand on a du 1080-240, c'est que le capteur hein, est capable, et on le sait hein, par rapport à la photo, il est capable de faire du 4K 120. Mais je pense que le buffer ne suit pas, que ça doit être trop surchauffé, etc. Et du coup, je trouve ça d'autant plus dommage hein, s'il arrive à faire du 1080-240 en ralenti, qu'il ne nous propose pas au moins du 1080-120 fps en normal que nous on ralentit derrière. Et donc là, le truc qui est un peu embêtant, c'est que, mais c'était comme à l'époque, on n'a pas le bitrate. On ne sait pas à combien de mégabits par seconde on tourne. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect vidéo. Et un truc qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici on a bien le zebra qui est mentionné, hein, ce qu'on n'avait pas avant, et on a aussi le marqueur central que moi j'utilise pas, mais donc c'est une espèce de petite boîte centrale pour bien centrer, enfin petite plus ou moins petite, ça dépend, mais pour centrer en fait votre caméra. Donc ça les vidéastes s'en servent, moi c'est pas le cas, mais voilà. Et ensuite sur les formats, sur les profils, on a toujours le flat, l'OM-Log 400, bon, qui est vraiment pas ouf, hein, moi du peu que j'ai testé, et on a le HLG qui est arrivé, donc ça sera à tester, voir si c'est cool ou pas, comment ils ont implémenté ça. Donc c'est quand je vous ai dit hein, que ça serait bien qu'ils piquent un log à quelqu'un d'autre, bah là c'est plus ou moins ça quoi. Donc cool. Niveau son, rien de changé, et ça je vous l'avais pas dit aussi, mais le son, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment avoir hein, le réglage automatique, hein, parce que putain comme j'ai sur mon Canon, comme j'avais sur Sony, comme j'avais sur Panasonic, j'ai jamais eu aucun problème. C'est la première fois avec Olympus que je dois faire gaffe quand j'enregistre. Maintenant, une fois que je suis en studio, c'est fait une fois pour toutes, mais que je dois faire gaffe à mon niveau audio. Par exemple, quand je suis au micro-cravate, je sais que je suis à -2. Quand je suis avec mon micro shotgun, je suis à -6. Donc c'est chiant, il faut tout le temps que je fasse gaffe à ça pour pas que ce soit trop fort, trop faible, etc. J'aimerais bien qu'il fasse voilà, un système de audio auto qui marche bien. Si possible, comme Canon. Canon, j'ai jamais de problème. J'ai pas comme chez Sony. Sony, souvent, le début c'était assez fort sur la première demi-seconde et après il régulait. Donc voilà, j'espère qu'ils vont régler ça, mais aucune mention à ce niveau-là. Ça, je vous le dis, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas, c'est pas une nouveauté, hein, c'est juste un truc que Olympus fait très bien et pas tant d'autres boîtiers le font, hein, parce que du coup j'en ai eu pas mal hein, quand je fais des mumuses avec ce que me prête Damien. Et je vous dis, Olympus, hein, OM System font partie des très 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 rares qui ont le fait que quand on est dans notre galerie, hop, et qu'on tourne notre galerie, directement notre boîtier, on a la photo qui se met dans le bon sens. Donc quand vous avez des photos en portrait, directement comme sur un smartphone, ok, ça va se mettre, alors j'ai pas de photo en portrait, c'est pour ça que ça se met dans le mauvais sens, mais là je fais une photo en paysage, donc elle reste en paysage, et là je me mets en portrait, du coup elle est dans ce sens-là, mais une photo en portrait prendrait toute la place. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est ultra pratique, hein, qui est vraiment ce à quoi on est habitué sur nos smartphones
comme le fait de zoomer avec 2 doigts. Et ça, pour moi, tous les boîtiers devraient avoir ça. Et lui, il l'aura toujours, donc ça, c'est cool. On aura en plus une mention qui est faite, vous voyez, sur après le editing machin. On va avoir ici un rating, ok. Donc après le RAW et avant le print, vous voyez, on a un rating, donc qui va être possible. Et donc je présume qu'on va directement pouvoir mettre, vous savez, les étoiles sur nos photos quand on regarde la galerie. Bon, c'est pas du tout un truc dont moi je me sers, mais je sais qu'il y en a qui, quand ils font des photos studio, quand ils parlent avec leur modèle, ils aiment bien pouvoir directement sélectionner celles que le modèle aime bien ou celles que le client aime bien, etc. Il y a un truc rigolo, je sais pas, est-ce que c'est qu'ils ont décidé de réduire et de moins, c'est peut-être la stratégie de OM System, mais c'est peut-être pas plus bête, de réduire où ils vont lancer le boîtier, parce que vous voyez qu'avant on avait 34 langues disponibles et on en a plus que 18, donc pratiquement divisé par 2. Donc nous on est toujours bien dedans, il y a toujours bien le français, donc ça à ce niveau-là pas de souci, mais voilà, je trouve ça intéressant. Vous voyez par exemple le portugais a sauté, là on avait attendez, j'ai vu passer, j'ai dit la merde. J'ai cru voir passer. Attendez, l'italien, il y est. Il m'a semblé voir. Putain, mais. Ah, portugais. Si, il y est encore. Non, il y est encore. Oui, c'est pas. Non, c'est pas par l'alphabétique. Bon, bref, regardez ce qui a sauté ou pas. De toute façon, ça, je vous ai mis le lien en description. Mais voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, c'est une nouvelle orientation? Vous voyez, il n'y a pas le grec, par exemple. Avant, il y avait le grec. Là, il n'y a pas le grec. Est-ce qu'ils n'ont pas dégagé tout simplement des langues parce que, de toute façon, ils comptent ne plus vendre dans ces pays-là? L'avenir nous le dira. Et au niveau, alors ça, moi c'est pareil, je m'en sers pas du tout. Au niveau de la télécommande, on a du coup une nouvelle télécommande, RM machin. Attendez, c'est où ça? C'est, je sais plus où c'est. Je l'ai perdu. Bluetooth, microphone, PC interface, ça adaptateur, USB. Ouais, je sais plus où c'est, mais bref, on a un nouveau contrôleur et on a une nouvelle télécommande. Pareil, dites-moi en commentaire si ça vous parle pas. Et un truc, ça j'ai surligné, ça n'a pas changé par rapport à avant, mais du coup je vous le mentionne parce que je vous en ai parlé explicitement dans ma vidéo. C'est on est toujours sur, malheureusement, mais je m'en doutais, on est toujours sur un micro HDMI, d'accord. Le boîtier, on va le voir, ça va être le dernier truc. Le boîtier reste le même en fait. Vous allez voir, il change niveau taille, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on avait bien l'air de voir sur le teasing. Et du coup, c'est toujours un micro HDMI. Ça me fait un peu de peine, mais bon voilà. On a, ça je vous l'ai dit dans la news, une nouvelle batterie qui donc va certainement aider à avoir une meilleure autonomie, en particulier au niveau, je pense, enregistrement 4K 60 fps et tout ce qui est rafale à 120 images par seconde, évidemment que ça va pomper. Et donc c'est une nouvelle batterie qui s'appelle donc la BLX1 et qui en fait va être exactement la même en format que la BL H1 que j'ai ici, donc on va bien pouvoir utiliser nos batteries actuelles sur le nouveau boîtier, et par contre on aura certainement moins d'autonomie. Et justement, autonomie, on y vient, vous voyez que on a gagné en autonomie certainement grâce à cette nouvelle batterie un peu plus, avec une capacité un peu plus forte. Là pour vous dire, on est à 1720 mAh sur celle-là, donc je pense qu'on va peut-être monter dans les 2000 ou 1900, 2000, un truc comme ça. Et du coup, vous voyez qu'on passe sur le mode standard, on passe de 420 images à 520 images, donc c'est plutôt cool. Et quand on est en quick sleep mode, bon ça moi je le mets pas, quand il s'endort lui rapidement, on passe de 900 images à 1100 images. Donc voilà, c'est toujours un gain non négligeable. Tout ce qui est, alors là par contre vous voyez qu'il n'y a pas cet aspect combien de temps on peut l'utiliser en vidéo, ça c'est un peu dommage, ça m'aurait intéressé. Après on a tout l'aspect, je sais plus où c'était, je crois que c'était avant, c'était après, voilà, on a tout l'aspect où est-ce qu'il fonctionne et j'ai regardé, c'est tout pareil, que ce soit chaleur, froid, température, humidité, enfin voilà, tout ça c'est exactement pareil, donc il n'y a rien qu'à changer. C'est plutôt une bonne nouvelle, on sait, le Olympus ils sont assez indestructibles à ce niveau-là. Et on arrive au dernier truc qui est donc les dimensions. Donc les dimensions, vous voyez que ici, on est sur du 134,8 au lieu de 134,1. Donc il a pris 0,7 mm en largeur. Autant vous dire que vous n'allez pas le voir. Il a pris moins d'1 millimètre en hauteur. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le VF, je vois mal comment il pourrait être beaucoup plus grand. À mon avis, ça va être la même taille, très clairement. Donc on passe de 90,9 mm à 91,6. Et en plus, je me demande même si c'est pas juste qu'en fait les nouvelles, vous voyez, c'est marqué Approx. Je me demande si c'est pas juste qu'ils prenaient un hors-tout un peu différent de ce qui était pris avant et qu'en fait, à mon avis, c'est exactement le même châssis et c'est juste qu'ils ont changé les boutons, les trucs comme ça, ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo. Et donc en profondeur, on passe à 72,7 mm contre 68,9. Et là, par contre, vous voyez, c'est là où on a le plus de différence. Donc en gros, on gagne 2 mm à peu près. Ouais.
Non, putain, on gagne beaucoup. On gagne, pardon, on gagne presque 4 mm. On gagne presque 4 mm, donc ça me fait penser que la poignée doit être un peu plus longue. Je pense que la poignée, on va voir si elle a grossi, mais vu qu'il n'a pas élargi, je préférais qu'elle n'ait pas trop grossi en largeur, ce que je demandais dans ma vidéo, parce qu'on risque du coup d'appuyer sur les boutons là de raccourci, ça va être chiant. Par contre, du coup, si elle est un peu plus longue, bah, ça peut aider quand même à la prise en main, donc c'est plutôt pas une mauvaise chose, je pense. Donc voilà, on a fait le tour. Je suis plutôt hypé, même si je regrette énormément le fait qu'on ne soit pas en global shutter évidemment. Je regrette qu'on n'ait pas de 1080-120, même si c'est pas un truc dont je me sers tous les jours, mais ça je trouve ça triste. Évidemment, si on a eu de la 4K 120, ça aurait été la panacée, mais voilà. Mais je suis quand même globalement content. Je suis assez impressionné par ce qu'ils annoncent sur le 120 images par seconde, mais d'un autre côté, assez inquiet sur le coup qu'on enregistre que 96 images, un truc comme ça. Donc voilà, là, ça, clairement, on va pas pouvoir y répondre maintenant. Ça va être vraiment les tests qui vont permettre de répondre à ça. Donc voilà, on va attendre les tests. On va voir si par hasard, d'une façon ou d'une autre, je peux avoir un boîtier. Évidemment, si moi je me le prends, dans tous les cas, je vous ferai les tests après. Hein. Mais on va voir si, voilà, ça serait cool que je puisse l'avoir et je vous fasse tous ces tests-là. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et voilà, donc si je résume, le wow, c'est l'aspect capteur empilé rétroéclairé, meilleure sensibilité même dans ce qu'ils annoncent et on va voir. Le fait qu'on soit en 4K 120 fps, la rafale 4K 60 fps, la rafale jusqu'à 120 images par seconde, le viewfinder, le VF qui augmente énormément niveau résolution, plus de x2, on a dit x2,44 je crois de mémoire. L'écran qui est aussi augmente en résolution x 1,6, 1,5, 1,6 et c'est à peu près tout. Et si, très important, peut-être le plus important, l'autofocus. L'autofocus, on passe de 120 points avant 120 collimateurs à 1000 collimateurs, 1053 collimateurs et en plus avec maintenant l'AI qui vient là pour nous aider, enfin pour vraiment faire, on va le voir, il faudra le voir dans les tests, hein. Qu'est-ce que ça va donner au niveau AI pour détecter les véhicules, les avions, les trains, les oiseaux. J'ai vraiment hâte de tester ça et les chiens-chats. Voilà, et ça c'est les plus importants hein, et après je crois que j'ai fait le tour de ce qui était vraiment le plus important. Pas de mention de mode night mode, night sight, night quelque chose. Donc ça, voilà, pas de monir, j'ai l'impression. Mais voilà, quand même des choses qui, moi, me font plaisir. Après, est-ce que ça va permettre au boîtier de justifier, entre guillemets, son prix de 2000 €, un peu plus de 2000 € certainement, comparé aux 2500 €, hein, vous m'avez corrigé, et merci, hein, 2500 € que propose un Canon EOS R6. Je ne sais pas, voilà, moi, c'est très probable que je me laisse tenter. Est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un arrive et veut commencer un nouveau système, est-ce qu'il va partir sur ça plutôt qu'un plein format? J'ai quelques doutes parce que oui, du coup, vous m'aviez dit hein, dans mon autre vidéo, et vous avez tout à fait raison, hein, je vous avais pas détaillé ça, mais c'est évident, mais oui, effectivement, il ne faut pas regarder que le prix du boîtier. Par exemple, sur le Canon EOS R6, c'est vrai que les optiques sont très chères. La monture est fermée et du coup, les optiques en RF sont très très chères. Mais du coup, j'ai donné l'exemple. Ok, Canon c'est très cher, mais quand tu regardes par exemple ce que fait Sony, bon, l'A7 IV est à mon avis très cher, mais on a un A7C qui est déjà moins cher. Il y a des rumeurs d'un boîtier plein format un peu bas de gamme, qui du coup, enfin bas de gamme façon de parler, qui du coup serait peut-être à 1500 et qui lui va prendre également tous les objectifs qui sont dispo sur la monture ouverte de Sony. En particulier Sigma en ce moment tape très très fort avec ce qu'il propose, et Tamron c'est juste voilà, enfin les prix des objectifs plein format Tamron sont à peu près au prix des objectifs micro 4 tiers quoi. Donc voilà, donc c'est à mon avis, toujours compliqué pour le format. Moi, vous savez, hein, j'adore ce format et donc voilà. Mais je ne sais pas si ça va permettre tout ça, tout ce qu'on vient de voir, d'amener des nouveaux clients. Autant je pense que ça va permettre de garder d'anciens clients, d'anciens utilisateurs micro 4 tiers. Autant je suis pas convaincu que ce soit ça qui permette de dire oh bah c'est bon, le micro 4 tiers est sorti d'affaire, il poutre le plein format sur plein de trucs. Voilà, bon là on a l'histoire de la rafale à 100 images par seconde, il faut qu'on voit l'autofocus, mais je doute fort qu'on arrive à faire beaucoup mieux qu'un R6, on va voir, hein, peut-être qu'il va exploser le R6 en autofocus, j'ai des doutes quand même. Donc voilà, on va voir tout ça, il faut attendre maintenant les tests et que moi je puisse le tester, donc je vous invite à dans tous les cas vous abonner, activer les notifications pour rien rater, je vous ferai certainement, si je peux pas l'avoir en test,
Je vous ferai certainement une revue de tous les tests qui se sont faits, comme je vous ai fait déjà à plusieurs reprises, de tout ce qu'il faut savoir sur ce boîtier-là après tous les tests que j'ai pu voir. Donc voilà, abonnez-vous, activez les notifications, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des photos, faites des vidéos, tout ça, amusez-vous bien. Allez, salut! Et j'arrête l'enregistrement.